Madame, monsieur, alors que beaucoup d'entre vous se rassemblent autour de la crèche ou au pied du sapin, prenons de notre côté un instant pour dire simplement merci. Merci aux millions de téléspectateurs qui font vivre notre chaîne. Et puisque nous sommes dans le temps de Noël, ayons une pensée toute particulière pour les plus fragiles et les plus seuls de notre communauté TVL, qui souffrent aussi, comme nous, de voir la France se déliter, s'effacer sous nos pas. Et cela nous rappelle l'absolue nécessité de soutenir TV Liberté par vos dons. Nous sommes à un point de bascule. Encore 7 jours, 7 petits jours, pour que l'avenir de notre chaîne ne soit pas compromis. Noël est là. À tous ceux qui célèbrent la naissance du Sauveur, que cette joie et cette espérance les accompagnent vers une humanité renouvelée. À tous ceux qui savent qu'après les périodes sombres, le soleil finit toujours par renaître. Nous souhaitons un Noël plein de bonheur. Joyeux, joyeux Noël. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition du Réveillon de Noël. Au programme, retour sur la béquille budgétaire du gouvernement. Mardi, le Palais Bourbon a adopté la loi spéciale préparée sur un coin de table du Conseil des ministres. Objectif, un peu de répit, mais pas de perspective positive pour les finances à venir. Nous poursuivrons ensuite notre tour d'horizon du bilan de l'année 2025 avec la Roumanie qui a défrayé la chronique durant des mois avec son élection présidentielle volée par le régime euromondialiste. Et puis nous partirons aux États-Unis où Donald Trump est vivement critiqué pour la publication caviardée des dossiers Epstein. Pourtant, au vu des dernières révélations, ce sont surtout les réseaux mondialistes qui ont des choses à se reprocher. Pas de budget, mais une rustine. Mardi soir, le Palais Bourbon a adopté à l'unanimité la loi spéciale pour assurer une continuité du budget jusqu'aux nouvelles discussions pour un projet de loi de finances en janvier. Le point tout de suite. Une béquille législative. Voilà comment résumer l'adoption de la loi spéciale à l'Assemblée nationale mardi soir. Donc nous allons pouvoir mettre l'ensemble du texte aux voix. C'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 558, exprimés 496, majorité 249, pour 496, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi spécial. Un vote à l'unanimité des députés présents, visiblement motivé en partie par l'appel du réveillon à préparer. Véritable pis-aller pour camoufler l'absence de budget en bonne et due forme, le texte vise à assurer le minimum syndical pour l'État, sans régler aucun débat soulevé par les dissensions budgétaires de l'Assemblée. Et pour cause, malgré les compromissions des uns et des autres, aucun compromis n'a été trouvé sur la copie présentée par le gouvernement et amendée par tout le monde pour arriver finalement à un véritable fourre-tout contradictoire. C'est ce qu'explique le refus de voter le texte initial du budget par le Rassemblement national, comme le déclare Thomas Ménager, député du Loiret. Tiendront la ligne de s'opposer aux mauvaises mesures. Si après il y a un budget qui globalement va dans le bon sens, je vous le dis, on l'a fait l'année dernière. On n'est pas prêt à tout refuser. Le budget qu'avait proposé M. Bayrou était bien moins violent que celui de M. Barnier, avait supprimé un certain nombre des mesures, avait permis, grâce notamment à la censure de M. Barnier, de réindexer les retraites, de diminuer l'électricité, le tarif de l'électricité. Donc quand il y a des bonnes mesures, nous on n'est pas pour la situation et la politique du pire. Mais aujourd'hui, oui, les Français aimeraient qu'on trouve un accord, mais ils ne sont pas prêts à ce qu'on trouve un accord sur leur dos, en demandant toujours aux Français qui bossent, qui ont travaillé toute leur vie, de payer pour d'autres qui, eux, ne travaillent pas, n'ont jamais travaillé. Et notamment, il y a des économies à faire sur le train de vie de l'État, sur l'immigration, sur le coût de l'Union européenne. Ainsi, grâce à la loi spéciale, les impôts pourront continuer à être perçus et les administrations et prestations sociales pourront être payés par l'État. La France peut aussi poursuivre son endettement sur les marchés financiers. De quoi accroître donc la pression pour le budget qui devrait être discuté à la rentrée 2026. À ce moment, peu de chances de voir un consensus émerger subitement. Ainsi, la question de la censure devrait en toute logique se poser à nouveau. Il n'en reste pas moins que plus encore qu'en 2025-2026 devrait faire la part belle à la fable macroniste, commençant par le désormais célèbre « en responsabilité ». Ainsi, rien n'exclut que les socialistes en responsabilité et que les républicains
Toujours en responsabilité, vote des hausses d'impôts pour les classes moyennes en épargnant les plus fortunés qui bénéficient de conseils avisés de fiscalistes. Dans tous les cas, les recettes prévues devraient être largement surestimées, tradition héritée du romancier Bruno Le Maire, et les dépenses seront quant à elles exagérément allégées, le tout pour satisfaire la fable bruxelloise de l'imitation des déficits qui, dans les faits, ne pourront être remplis que le jour où la croissance reprendra son envol et avec elle, la fin du matraquage fiscal de ceux qui travaillent. Pour le bilan du jour, cap sur l'un des laboratoires expérimentaux de l'euromondialisme, la Roumanie. Après le vol de l'élection présidentielle, rejoué et truqué, le nouveau pouvoir roumain, adoubé par Bruxelles, a comme prévu mis en place une politique d'austérité particulièrement brutale. Le point avec Nicolas de Lamberterie. 2025 a peut-être connu les deux casses européens du siècle. Le Louvre à Paris et la démocratie en Roumanie. La saga de la présidentielle roumaine, qui s'est étalée sur plus de 6 mois, a commencé fin 2024, lors de la première élection présidentielle de 2024. Un candidat surprise et inattendu, Călin Georgescu, connu pour son opposition aux mesures Covid et au soutien à l'Ukraine, arrivait en tête du premier tour et avait de bonnes chances de l'emporter au second. Et alors que le vote du second tour avait déjà commencé, la Cour constitutionnelle se livrait à un véritable putsch en annulant en dernière seconde les résultats du premier tour. Le prétexte à cette annulation était tout trouvé, c'est les Russes. On expliquait alors que le candidat Georgescu avait vu ses comptes de réseaux sociaux, notamment TikTok, gonflés par des publicités payées par Moscou. Cette accusation, reprise en boucle absolument partout, avait fini par exploser en vol. En réalité, c'est un parti roumain concurrent, en l'occurrence le PNL du président sortant, qui avait gonflé la candidature de Georgescu dans le but de diviser les voix de droite de la concurrence. Sauf que la manip avait trop bien marché et que Georgescu s'était retrouvé en tête du premier tour. L'élection présidentielle a donc été rejouée en mai 2025 et Georgescu n'a pas été autorisé à concourir. Au final, le candidat nationaliste de remplacement George Simeon a été autorisé à se présenter et sans surprise, au vu du profil beaucoup moins rassembleur du personnage, il a été battu sur le fil par le candidat euromondialiste. Et maintenant, c'est Călin Georgescu qui se retrouve poursuivi par la justice roumaine sur plusieurs chefs d'accusation, notamment celui d'avoir cherché à porter atteinte aux institutions roumaines, une forme de couronnement suprême du retournement accusatoire. Une question a été régulièrement soulevée, celle du rôle de Bruxelles dans cette affaire. Selon Modeste Schwartz, l'un des rares experts français à avoir vécu en Roumanie et à en maîtriser parfaitement la langue, au vu du caractère absolument grossier du scénario, il a vraisemblablement été bricolé en interne à Bucarest et n'a été qu'à posteriori validé par Bruxelles. En clair, l'Union européenne s'est rendue complice du crime, non seulement en n'interrogeant aucune des décisions de Bucarest, alors qu'elle passe son temps à chercher des poux à Viktor Orban à Budapest, mais en plus en appuyant le narratif mensonger ayant conduit au crime, avec même des annonces d'enquête européenne contre TikTok. Et maintenant que l'élection roumaine a été volée en bonne et due forme, l'heure de la purge économique et de l'austérité sont arrivées pour les Roumains. Elle est mise en place par un gouvernement lui-même fait de briques et de brocs, de type coalition centrale en France, qui est d'ailleurs sur le point de tomber. Et je pense qu'en 2026, on peut s'attendre à des élections anticipées en Roumanie et au retour, on peut s'attendre à voir la Roumanie entrer à nouveau dans ce cycle d'instabilité. Avant tout, du fait d'un assez probable éclatement de la coalition de gouvernement actuelle. Le bricolage mis en place début 2025, unissant tous les partis un tant soit peu eurocompatibles pour colmater, empêcher l'avalanche dite souverainiste. Ce bricolage est en train de se fissurer de toutes parts, et ce, avant tout, du fait de la position qui est devenue largement intenable dans cette coalition du Parti social-démocrate roumain, le PSD. Et là, on assiste vraiment à un changement d'époque, c'est-à-dire que ce parti, qui a été le parti autour duquel a tourné la vie politique roumaine des 35 dernières années, du fait de sa participation à cette coalition gouvernementale, est en train de virtuellement disparaître du paysage politique.
puisqu'effectivement, pour un parti qui se présente avant tout en Roumanie comme le parti des petites gens, être associé à l'acte gouvernemental sous Ilie Bolojan, qui, on va dire, applique à la Roumanie une sorte de plan social d'une rare férocité dicté par Bruxelles, participer à ça pour le PCD, c'est bien entendu très dommageable. Alors, la politique de rigueur d'Ilie Bolojan s'est notamment traduite par des hausses de TVA qui ont beaucoup choqué la population et qui, évidemment, frappent directement au porte-monnaie, avant tout, les couches les moins fortunées de la société roumaine. Ou bien, par exemple, certains fonctionnaires ou employés d'entreprises en partie publiques, je pense aux chemins de fer, à qui on a expliqué qu'on allait bientôt leur proposer de travailler 4 jours par semaine, mais évidemment en touchant 75% de leur salaire. Hein. Donc on va dire que c'est les 35 heures, mais imposées. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est comment réagit l'opinion publique roumaine à ce double vol successif ? En début d'année, celui de leur élection présidentielle, et en fin d'année, celui de leur portefeuille. De retour d'un voyage en Roumanie, Modeste Schwartz est catégorique. Même si les Roumains sont en général passifs et peu portés sur la manifestation et la contestation sociale, ils n'ont toujours pas digéré l'élection qui leur a été grossièrement volée. À partir du moment où la Roumanie entrera à nouveau dans un cycle d'instabilité, il faut s'attendre à voir ressortir les cadavres du placard. Dans la mesure où, moi en tout cas, c'est l'impression que m'a laissé un récent périple roumain, en parlant aux gens, aux chauffeurs de taxi. Le putsch de fin 2024, du 6 décembre 2024, n'est absolument pas oublié. Je traversais la ville de Iași à bord d'un taxi. J'écoutais une émission, c'est pas moi qui l'avais choisi, c'est ce qu'écoutait le chauffeur de taxi. C'était une de ces émissions où les gens appellent la station pour donner leur avis. Un intervenant sur 2 trouvait moyen de placer dans sa question, sa remarque, etc., dans son intervention, une allusion au putsch constitutionnel de fin 2024, au fait que, de leur point de vue, le président légitime de la Roumanie s'appelle Călin Georgescu et non Nicu Jordan. En attendant, la Roumanie n'a toujours pas de budget pour l'année 2026. Ce n'est certes pas le seul pays de l'Union européenne à être dans cette situation, puisque c'est aussi le cas de la France ou de la Bulgarie, tandis que d'autres États membres n'ont pas réussi à envoyer à temps leur budget 2026 à la Commission européenne, comme l'Espagne. Bien évidemment, au vu du marasme économique européen et des dépenses de plus en plus élevées imposées par Bruxelles aux États membres, rien de surprenant à ce que les États membres aient de plus en plus de mal à boucler leur budget. À ce rythme, c'est peut-être bientôt la Commission qui fera directement les budgets des États membres à leur place, ou qui choisira, au terme d'intrigues byzantines, qui a le droit de concourir ou non aux élections dans tel ou tel État membre. À défaut d'avoir réellement européanisé la Roumanie, on aura au moins réussi à roumaniser l'Europe. C'est une affaire qui n'en finit plus. Alors que l'administration Trump a divulgué de nouveaux documents sur l'affaire Epstein, des collectifs de victimes dénoncent l'absence de transparence, de nombreux fichiers ayant été caviardés. Mais ce manque de transparence pourrait s'expliquer par la lutte de l'administration Trump contre les réseaux mondialistes. Explication d'Edouard Chanoux. 11 000 nouveaux documents. Mardi, le département de la justice américain a révélé des vidéos, des messages audio, ainsi que des images de surveillance de la cellule du criminel sexuel Jeffrey Epstein, datant d'août 2019, aux alentours de sa mort. Il ressort déjà que Trump aurait été à 8 reprises passager du jet privé d'Epstein entre 93 et 96. Notre président partage également notre goût pour les jeunes filles nubiles, écrivait le coupable en 2020 à un correspondant. Sur X, le département de la justice américain a prévenu. Certains de ces documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes visant le président Trump. L'administration républicaine avait déjà publié 4000 documents vendredi dernier, mais sans parvenir à faire taire les critiques. En cause, des noms avaient été passés sous silence. Une quinzaine de victimes de Jeffrey Epstein se sont plaintes lundi dans un communiqué du fait que seule une partie des documents de l'enquête avait été rendue publique par le département américain de la justice.
Ces victimes dénoncent des cavardages anormaux et abusifs, notamment 119 pages de retranscription des délibérations du jury, dont la publication avait pourtant été autorisée par un juge fédéral. Trump avait promis la publication des fichiers avant de temporiser, puis enfin de se raviser. Mais selon l'analyste Stanislas Berton, ces cavardages pourraient surtout masquer la volonté de la justice américaine de négocier avec des personnes impliquées pour faire avancer l'enquête. Il y a déjà une nécessité technique et pratique, c'est-à-dire que dans ces documents, il y a énormément de personnes qui sont concernées, notamment l'identité de victimes et de mineurs. Donc il y a déjà une première raison qui est de s'assurer que ces victimes et ces mineurs aient leur identité qui soit protégée. Ensuite, il y a une autre raison, c'est que c'est un dossier absolument explosif. Il y a énormément de personnes très puissantes et très influentes qui sont concernées par cette affaire. Et donc, on peut imaginer que le gouvernement américain et l'administration américaine a à cœur d'éviter certaines répercussions, voire, si on est un peu plus cynique, de négocier des choses en amont contre la divulgation ou non de certains éléments. Et ça, je renvoie à mon travail sur ce que j'appelle la guerre de l'ombre contre le mondialisme. Si vous coopérez avec l'administration américaine et avec ce combat contre le mondialisme, eh bien, éventuellement, vos noms ne seront pas divulgués. Une pratique qui est assez courante aux États-Unis qui s'appelle le plea deal, c'est-à-dire qu'en gros, vous plaidez coupable, mais parce que vous plaidez coupable et que vous coopérez avec la justice, vous bénéficiez d'une sorte de protection. Donc là, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est de l'ordre du possible. De son côté, le président américain s'est défendu dans la nuit de lundi à mardi, balayant les suspicions le visant et rappelant s'être brouillé au début des années 2000 avec Epstein. Il a regretté de voir des photos de Bill Clinton divulguées, l'ancien président démocrate apparaissant sur de nombreuses photos, y compris dans un jacuzzi avec une femme qui n'était pas la sienne. Je déteste voir des photos de Bill Clinton publiées. C'est ça que des démocrates pour la plupart et quelques mauvais républicains veulent obtenir. Ils obtiennent des photos de moi aussi. Tout le monde était amical avec Jeffrey Epstein. Il traînait dans le coin. À Palm Beach, le dirigeant de Harvard était son ami, Larry Summers, Bill Clinton aussi. Mais tout le monde l'était. Je l'ai viré de Mar-a-Lago. Je n'aime pas voir des photos de Clinton publiées, ni celles d'autres personnes. Je pense que c'est une mauvaise chose. Bill Clinton est un grand garçon, il peut s'en sortir. Mais vous avez des photos publiées de personnes qui ont innocemment rencontré Jeffrey Epstein il y a très longtemps. L'ancien président démocrate a affirmé dans un communiqué n'avoir rien à cacher. Or, selon Stanislas Berton, l'administration Trump, engagée dans un combat contre les réseaux mondialistes, est parvenue à piéger les démocrates. On a dit Donald Trump ne veut pas que ça sorte parce qu'il est concerné par l'affaire Epstein. Jusqu'à présent, il n'y a aucun élément qui vient soutenir cette thèse. On a les témoignages de victimes qui ont dit qu'elles n'ont jamais vu Donald Trump avec Jeffrey Epstein, en tout cas sur son île, qu'il n'avait jamais eu un comportement inapproprié avec lui. Et surtout, on a un témoignage qui est rarement mentionné en France. En 2008, il y a le procureur de Floride qui a dit que lorsqu'il avait mis en examen Jeffrey Epstein, donc sa première mise en examen c'était 2008, Donald Trump est le seul parmi les personnalités à l'avoir aidé et à avoir fourni des informations accablantes Jeffrey Epstein. Donc, et tous les éléments qu'on a, c'est plutôt que Donald Trump a accablé Jeffrey Epstein. Tous les gens qui pensent que Donald Trump cherche à cacher quelque chose avec l'affaire Epstein se trompent. Je pense qu'au contraire, l'administration Trump, depuis 2017, fait un travail incroyable de lutte justement contre tous les réseaux que représentait Jeffrey Epstein. Et tout ce qu'il y a derrière. Stanislas Berton prévoit aussi qu'une autre affaire Epstein, encore plus grave et glauque, pourrait sortir dans les semaines à venir. Et partons à présent en compagnie de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en bref en France. Noël derrière les barricades pour les agriculteurs. La contestation ne faiblit pas chez les manifestants alors que les éleveurs sont inquiets face à l'abattage des cheptels officiellement touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Pendant que le gouvernement fait la sourde oreille. Mardi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a fait un épisode d'autosatisfaction. Lorsque la dermatose est arrivée, personne ne pouvait la prévoir, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Qu'avons-nous fait immédiatement ? Nous avons débloqué des budgets pour commander des vaccins qui sont arrivés dans un temps record que chacun a salué, contrairement à M. Trébuchet qui sait mieux que tout le monde comment fonctionne la dermatose. Faux, la dermatose nodulaire contagieuse est présente en Europe depuis 2014 et les vaccins utilisés aujourd'hui existent depuis l'épidémie dans les Balkans de 2016.
Face à la stratégie hors sol du gouvernement, les agriculteurs ont l'intention de poursuivre les blocages. Dans le sud-ouest, l'A63 près de Bordeaux et l'A64 près de Toulouse sont bloqués depuis environ 10 jours. Le fait de se retrouver là, d'échanger, de partager les problèmes, on se retrouve les mêmes problèmes les uns les autres, donc on se remonte des fois dans tous un coup de mou. L'autre te dit mais moi aussi c'est pareil, donc ça fait du bien d'être là, quoi. Après c'est dur, hein. Je veux dire, on est là depuis jeudi dernier, on est dans les élevages, on vient ici dès qu'on peut, on rentre, ce soir je vais rentrer dans mon élevage, aller traire, faire le boulot. Et ce soir, à 7h30 que j'ai fini, il faut se motiver, dire allez, il faut aller retrouver les autres parce qu'ils y sont, ils vont y passer la nuit, et on va passer un moment avec eux. Au début, je n'osais pas trop venir parce que je ne suis pas du monde agricole, donc on ne sait pas trop, on se dit sur qui. Je connais personne, je pense que je connais personne. Après, je suis quelqu'un d'assez sociable, mais donc voilà, je me suis jetée, je suis venue, puis en fait, on est super bien accueillis. Les gens, bon, je suis venue avec une boîte de chocolat, mais les gens amènent plein de trucs et on est très bien accueillis, quoi. Donc ils ont vraiment besoin de soutien, c'est sûr. Sur la 4, des sapins et une crèche ont été installés. Sur le barrage situé à Hurth, dans les Pyrénées-Atlantiques, un prêtre viendra de Biarritz pour dire la messe de minuit. Les gauchistes font des bêtises. Lundi, le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne a dû être interrompu. En cause, une altercation entre Mamadou Traoré, élu d'hiver gauche, et le bien connu ancien dealer insoumis Louis Boyard. Ce dernier aurait en effet estimé que son collègue incarnait la fausse opposition. Il n'en fallait pas plus pour que l'intéressé se lève dans l'intention de faire taire physiquement l'élu mélenchoniste. Il a été retenu par ses collègues du groupe. Le maire républicain de la ville, Christelle Niasme, s'est levé et a stoppé la séance. Lors de la reprise, l'élu d'hiver gauche a présenté ses excuses en ajoutant qu'il était important que la commune ait une belle image. Raté. Des cadeaux de Noël perturbés, mardi, une enquête a été ouverte après l'attaque informatique contre le groupe La Poste, visant notamment Colissimo, la Banque Postale et Digipost. Il s'agirait d'une attaque de type déni de service. Il s'agit de surcharger des sites internet et des applications afin qu'ils ne soient plus accessibles. Selon le groupe La Poste, aucune donnée confidentielle n'a été piratée. Première piste de l'enquête, c'est les Russes. Le lendemain de l'attaque, il y aurait eu revendication d'un groupe de hackers pro-russes. Mais plusieurs experts en informatique appellent à la prudence quant aux revendications opportunistes, a fortiori lorsqu'elles sont tardives et qu'elles arrangent le pouvoir politique. Nouvelle révélation sur le casse du Louvre. De nouvelles précisions sur le montant du butin dérobé dans la galerie Apollon ont été révélées. 8482 diamants, 35 émeraudes, 34 saphirs et 212 perles qui ornaient les 8 bijoux volés. Un trésor qui reste toujours introuvable, dont la valeur est estimée à 88 millions d'euros, alors que le casse se serait joué en 30 secondes. De nombreuses caméras de vidéosurveillance étaient installées, mais la fenêtre de la galerie Apollon par laquelle les cambrioleurs sont entrés y échappait. Mardi, une grille de protection a été installée sur la porte-fenêtre de cette galerie. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale. Thierry Breton, persona non grata aux États-Unis. Le fossoyeur d'Athos et censeur des réseaux sociaux a fait les frais d'un train de sanctions américaines prononcé mardi. Il sera donc interdit de séjour chez l'oncle Sam en raison de ses actions pour contrôler et censurer le secteur de la tech. Le département d'État américain a déclaré que ces agissements s'apparentaient à de la censure. Marco Rubio a ajouté que l'administration de Trump ne comptait plus tolérer ces actes. Sans surprise, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a dénoncé ces restrictions avec la plus grande fermeté, des déclarations qui interviennent seulement quelques jours après qu'il a annoncé les sanctions visant Jacques Beau et Xavier Moreau pour leurs analyses du conflit ukrainien, en contradiction avec la doctrine belliciste d'un Quai d'Orsay surpeuplé par les Young Leaders. Et justement, Jacques Beau n'a pas décidé de se laisser faire. L'ancien colonel des renseignements de l'armée suisse, accusé par l'Union européenne de propager la propagande russe, a reçu le soutien de 2 conseillers nationaux de l'UDC. Ces derniers ont ainsi déposé une interpellation avec 11 questions adressées au Conseil fédéral suisse. Ils souhaitent en effet interroger le gouvernement sur ses intentions face aux accusations officiellement formulées par Bruxelles et aux sanctions prises sans aucune procédure de justice sans bonne et due forme. Concrètement, Jacques Beau, actuellement domicilié à Bruxelles, a vu ses comptes bancaires dans le pays bloqués. Citoyen suisse, il ne peut plus entrer dans son pays, ni franchir une frontière, là où il pourrait bénéficier de son compte bancaire dans son pays natal. À croire que l'Union européenne est une institution soviétique racontée par Kafka. Donald Trump va-t-il s'offrir le Groenland ? Lundi, le président américain a nommé un émissaire spécial pour ce territoire, le gouverneur de Louisiane Jeff Landry, qui a déclaré explicitement avoir pour mission d'intégrer le Groenland aux États-Unis. Donald Trump dément tout intérêt pour les ressources naturelles, affirmant que son pays en a déjà suffisamment. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. Si on regarde les côtes du Groenland, il y a des bateaux russes et chinois partout. Nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. Nous devons l'avoir. Mais le Danemark a réagi. L'ambassadeur américain a été convoqué. À quoi s'attendre pour 2026 ? Mardi en Italie, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a présenté ses vœux de Noël à son équipe, les félicitant pour l'année passée. L'année passée a été dure pour nous tous, mais l'année prochaine sera bien pire. Je vous conseille de vous reposer.
Pas de précision quant aux difficultés en question. Problème interne en Italie, à l'échelon de l'Union européenne ou du monde. Autant de réponses qui pourraient être connues dans les prochains mois. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez un Bistro Liberté spécial Noël avec Steven et Sabrina Gunnel, les réalisateurs du film à succès Sacré-Cœur. Steven, j'ai envie de vous poser à vous la première question. Comment est-ce qu'on passe de Baila, un groupe de boys band, à Sacré-Cœur ? Par un long désert, de grandes épreuves et un chemin de reconstruction intérieure qui passe par la foi, qui passe par une relecture de sa vie et un repositionnement de son être dans la société, à savoir, bon voilà. En fait, si tu veux, jusqu'à mes 25 ans, même avec Aliage, tu vois, sans faire pleurer trop dans les chaumières, déjà vers 17-18 ans, je fais le bilan de ma vie. Et je constate que ma vie est une succession d'échecs. Échec scolaire, échec familial, échec affectif, échec professionnel, échec. Jusqu'à rencontrer. Voilà. Et en fait, si tu veux, j'ai 51 ans, bientôt. Enfin non, là, je viens de les avoir, du coup, le 17 décembre. Et en fait, j'ai passé les 25 premières années de ma vie sans la foi chrétienne sur le Christ. Et je suis en train de poursuivre les 25 secondes suivantes. Et en effet, je vois un 2 poids 2 mesures, une grande différence d'un avant et un après. Donc en effet, il aura fallu passer, ce que je ne souhaite à personne, bien évidemment, c'est pas obligé de passer au bord du suicide pour rencontrer le Christ, bien évidemment. Mais ça avait été jusque-là, pas loin. C'était compliqué, ouais. Également au programme passé-présent, Guillaume Fiquet reçoit le professeur François Cochet pour évoquer la figure du général Quatroux, l'homme de l'ombre de la France libre. Demain, jeudi, pour Noël, pas de journal télévisé. Néanmoins, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le splendide documentaire sur le Cadre Noir de Saumur, l'institution équestre reconnue partout dans le monde. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. L'heure est venue pour moi de vous souhaiter à tous un heureux réveillon et un joyeux Noël. Et bien sûr, j'ai une pensée particulière pour ceux d'entre nous qui sont seuls et pour les plus fragiles. Alors à vous, joyeux Noël et à très vite. Bonne soirée.